Donc maintenant, on va parler un petit peu d'information, désinformation. Donc évidemment, pour appuyer le narratif actuel qui est que la Russie serait une menace pour l'OTAN et que si la Russie perd, si l'Ukraine perd la guerre, eh bien la Russie va envahir totalement l'Ukraine, ce qui est sur le plan géostratégique une absurdité lorsqu'on comprend un petit peu sur le plan géopolitique ce que les Russes veulent faire euh, et veulent conquérir en Ukraine, hein, des régions qui sont historiquement riches, hein, sur le plan agricole et sur le plan industriel, et qui sont des régions où il y a une majorité de russophones et de populations d'origine russe. Conquérir la Galicie ou même conquérir la région de Kiev, qui sont des régions où les populations leur sont majoritairement hostiles, ça n'a aucun intérêt. Hein, et ça serait même en difficulté. En tout cas, pour appuyer ce narratif, il y a pas mal, bien sûr, il y a la campagne de communication qui est orchestrée derrière par les spin doctors ou des agences de communication ou des agences de presse anglo-saxonnes. Donc, il y a des informations secrètes qui sont sorties dans Bild avec le plan de Poutine jusqu'en 2026. Première réflexion, c'est que 2026, je trouve ça assez éloigné. Hein. Pour le moins. Et je pense que l'année 2024 va être une année cruciale pour ce conflit, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le célèbre journaliste de LCI, Jérôme Garraud, qui a eu son heure de gloire parce qu'il a posé sa question à Poutine, qui lui a répondu de manière désinvolte. Ben, depuis le début, moi, ce qui m'étonne, c'est que le pouvoir autoritaire du Kremlin autorise une chaîne ouvertement hostile comme LCI Pour le moins. oui, à agir librement ou quasi librement sur le sol russe et en plus en utilisant également des journalistes indépendants russes. Hein. Donc non seulement il y a des reporters français, mais il y a des journalistes indépendants russes qui en fait critiquent ouvertement le gouvernement russe sur la chaîne LCI. Donc comme toujours, les choses ne sont pas binaires et qu'il y a une forme de liberté de la presse en Russie, même si elle n'est pas celle que l'on peut trouver aux États-Unis ou ailleurs. Il y en a une, en tout cas, elle est supérieure à celle que l'on peut trouver en Chine, par exemple, ou en Iran, ou même en Arabie Saoudite, dans des monarchies du Golfe. Donc, toujours comprendre que des régimes, il faut un régime comme le régime russe, il faut l'analyser de manière un petit peu subtile et avec des nuances. Hein, sans oublier que LCI peut être visionnable en Russie sans utiliser un VPN, contrairement à RT en France, par exemple, qui a été interdit, et que les Russes francophones ont été d'abord agacés par LCI et maintenant regardent LCI comme une chaîne de propagande qui les amuse beaucoup. Hein, donc voilà. Voilà où on en est en termes de liberté de la presse de part et d'autre. Je parle en termes de réciprocité des médias occidentaux et des médias russes qui peuvent agir sur leur territoire respectif. Alors, ce qui est pénible, justement, dans cette petite séquence, finalement, ce que tu viens de dire, les Russes, ça les fait rire, ricaner, j'imagine, c'est que c'est humiliant pour nous. C'est humiliant pour les Français que nous sommes de voir le niveau, ce journaliste dont on a l'impression à chaque fois qu'il va s'endormir avant de finir ses phrases, et qui vient avec une arrogance invraisemblable intellectuellement. Hein, une espèce de confiance en lui, ben, sans blague. C'est le patron de la première puissance militaire du monde. Il est un peu confiant. Hein, et ensuite, une certaine désinvolture vis-à-vis de moi. C'est ce que ça voulait dire. Non, mais le mal poli, en plus, Poutine. Hein, quand il n'a pas 50 cancers, que c'est pas un hologramme, il est mal poli. Ah bon, non, mais c'est horrible. Le niveau qu'on a atteint, c'est vraiment horrible. C'est tellement humiliant que c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle je ne regarde jamais ces chaînes, mais que j'en ai des bouts naturellement sur les réseaux. Non, non, mais en fait, on se rend compte, tu vois, le président Macron n'est pas critiqué de cette manière-là sur les chaînes russes. Ils ont Hein. tort, mais bon. Non, non, mais il pourrait Mais évidemment, attaquer personnellement mais bien sur plein de sûr, domaines, sur plein de domaines. Donc, il oui, n'est mais pas bien sûr. attaqué. Donc, nous, on s'est lancé dans une psychologisation, une psychiatrisation du président russe. Bon, là, c'est le dernier exemple. BFM, cette semaine, ça faisait longtemps qu'ils étaient plutôt calmes, avec l'inénarrable Ulysse Gosset. Tu entends? Oui, oula.
dimension, toute autre dimension que la nôtre. Et quand vous lui reprochez d'envahir l'Ukraine, lui pense sans doute qu'il a le droit de reconquérir un territoire perdu. Bonsoir Marc Hayat. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir dans cette émission spéciale sur BFM TV. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, et vous venez de publier Du névrosé d'antan à l'homme limite d'aujourd'hui. C'est aux éditions de la Compagnie littéraire. Je reprends ce que disait à l'instant Ulysse Gosset, Marc Hayat. On a souvent eu le sentiment, notamment depuis ces 8 derniers mois, que Poutine vivait dans un monde parallèle au nôtre. Comment est-ce que le psychiatre que vous êtes analyse cette situation-là? C'est très difficile de faire un diagnostic lorsqu'on n'est pas en présence du patient, lorsqu'on appelle le docteur. Voilà. Cependant, on peut... Fin de la blague, fin de la blague. Il est difficile de faire un diagnostic quand on n'est pas en présence du patient. Bon, de toute façon, En ça me présence concerne. du patient, en Oui. présence du Oui, patient, ben oui. oui. Hein, mais dites donc, docteur Hayat, puisque vous êtes psychanalyste, vous êtes psychiatre, bon, ça je reconnais, psychanalyste, mon Dieu, hein, ça vous dirait pas d'aller ausculter Biden, hein, au moment d'une de ces crises, quand il dit bonjour aux plantes vertes, ce sera amusant, non? Mais c'est épouvantable, c'est Non, épouvantable. mais on attend l'analyse de la cropoculture des selles du président Poutine, Oui, volée par les agents en liaison avec l'ex-agent du KGB Girnov pour voir s'il n'y a pas éventuellement des miasmes qu'on aurait oubliés dans le bilan de santé du président Poutine. Bon, bref. j'ai vu que Girnov, alors les médias français n'en veulent plus, c'est tellement couvert de ridicule, il a été recyclé dans une chaîne ukrainienne. Ah ouais? Ah ben oui. Ah oui, oui, alors Non, mais- là, c'est déjà un petit peu différent. Moi, je pense qu'il a intérêt à regarder derrière lui quand il se promène dans la rue, lui. Hein. C'est ses affaires, hein, c'est pas les Ouais, miennes. ouais, Mais... bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, on ne peut pas faire les choses comme ça. Ensuite, on en avait reparlé un petit peu avant de commencer la vidéo, c'est encore une fois les pertes russes. Donc la Russie a perdu 87% de ses troupes en Ukraine. Mais ce sont des renseignements bien sûr russes. Pour les pertes russes, notamment les morts russes, il faut regarder Non, Mediazona. c'est des informations ukrainiennes Oui, hein, oui, bien sûr. Ouais, bien et sûr. de l'Institut Pour la de guerre. l'étude de la guerre Ouais. dirigé par la famille Kagan. La famille Kagan. Mais pour ce qui est je ne dis pas que les Russes n'ont pas de pertes, mais pour ce qui est Bien sûr les que pertes non. russes, il faut suivre notamment les morts russes depuis le début de la guerre, Mediazona, qui est un média de l'opposition russe et qui suit ces pertes. Et personne ne le cite, ou très rarement, parce qu'évidemment, les chiffres qui sortent en termes de morts sont gênants, et notamment même en termes de tendance. Et il y a un rapport avec les grandes batailles, donc c'est pour ça que c'est assez fiable. Et c'est jamais bien sûr noté sur les plateaux télé parce qu'évidemment ça détruit totalement le narratif tel qu'il est. Donc là on est à peu près à une quarantaine de milliers de morts de Russes dus au conflit depuis début février. Ça veut dire que globalement tu dois avoir avec les morts peut-être 140 000 au total. Alors, 140 000 blessés à des degrés divers. Tu vois, tu as ceux qui sont blessés gravement, ceux qui sont blessés légèrement. Voilà. En tous les cas, pour les morts, c'est 40 000. Et donc, voilà les fameuses courbes. Et on voit très, très bien sur les courbes de Mediazona, qui sont la dernière mise à jour, ça date du 1er décembre. On voit très bien les tendances des pertes russes en fonction des batailles importantes. Hein, on voit très bien arriver. On voit très bien les pertes importantes au début de l'opération spéciale, notamment sur la zone de Kiev où les combats avaient été assez durs. Et ensuite, on voit très bien les pertes importantes des grandes batailles, notamment la bataille de Bakhmout en janvier, février et mars. Et ensuite, on voit que les pertes remontent un petit peu du fait du retour à l'offensive des forces russes. Hein. Donc tout ça, alors, il y a toujours un petit peu décalage entre la statistique, bien sûr, et puis les pertes enregistrées, mais tout ça a une logique. Alors, maintenant, l'ineffable Guillaume Ancel, je pense qui lui aussi fait partie des intervenants les plus délirants que l'on peut trouver sur les plateaux télé, qui a fait un dernier article sur son blog Ne pas subir, mais comme je dis souvent, c'est ne pas subir, mais surtout ne pas trop réfléchir. Hein, et là, on est sur une critique ouverte de l'armée ukrainienne. Hein, qui n'a pas appliqué vraiment, qui n'a pas compris les doctrines OTAN, et puis qui en fait se conclut quasiment sur la nécessité d'un engagement plus poussé de l'OTAN si on veut éviter que la Russie gagne la guerre. Vous vous rappelez que Guillaume Ancel, il y a 3 mois, c'était l'homme de la digue.
la digue russe qui allait céder. Hein. Voilà. Donc, comme tu le dis souvent, c'est à la fin de la foire qu'on va compter les bouses. Là, on commence à les compter quand même, les bouses. Hein. Alors, Et, il y a une petite remarque à propos que tu avais faite déjà dans des vidéos précédentes, à propos des informations sur les pertes, c'est que mais tous les médias occidentaux l'ont repris, ce ratio de 87% rend impossible la poursuite de l'opération militaire spéciale. Donc, et il n'y a personne sur les plateaux, y compris les observateurs ayant normalement des compétences militaires, qui peuvent réfuter ou qui ont le courage de réfuter. Alors, quand je dis le courage, bah, ça peut être le ticket pour la porte de sortie, hein, parce que c'est souvent le cas. Alors, si j'ai vu que Benoît Billan, très, très prudemment, avait dit, mais peut-être qu'il ne faut pas souscrire à ce chiffre-là, d'abord, on a dit d'où il venait, qu'il ne correspondait pas au réel, qu'il nous installait donc, comme le disait Ulysse Gosset, dans une autre réalité, une autre dimension. Ben oui, c'est nous qui ne sommes pas dans la bonne. Hein. Et ensuite, le problème de l'impossibilité. C'est un peu comme dans les théories du complot. Les théories du complot, moi je pense que la première critique, c'est de dire, attendez, c'est un complot impossible parce qu'il faudrait que ça rassemble, etc. Et là, vous nous servez une information qui n'est pas possible. Qui n'est pas possible parce que le réel se fracasse contre elle et sans passer par Mediazona déjà. Alors après, il faut le faire, mais sans passer par Mediazona. Ce que vous nous dites là ne tient pas debout. Bon. voilà. Donc, tu sais, il y a eu les résistants de la dernière heure. Maintenant, il y a les réalistes du dernier mois. Oui, Euh, jolie formule. Oui, c'est vrai, mais c'est exactement ça, puisque ce que l'on dit, nous, on le dit depuis un moment, parce qu'on analyse des choses en essayant d'être rationnel, même si on a quand même des biais d'opinion, comme tout le monde. Mais, et on voit très bien que ce que l'on a dit pendant des mois, en fait, se réalise, malheureusement pour les Ukrainiens d'ailleurs. Donc, toujours pareil, donc le grand retour, c'est le grand retour je sais pas pourquoi ça fait ça, je ne veux pas pouvoir passer la vidéo, donc à la POD, donc ça a été un affrontement entre je sais pas pourquoi ça fait ça, bon tant pis, je vais bloquer la vidéo, un affrontement entre elle et puis Renaud Pila, hein, qui s'était quasiment en train de se dire, mais qui a dit cette connerie-là, mais non, c'est pas vous, c'est vous, enfin voilà, donc on est à ce niveau-là quand même. Bon, c'est le plateau de Brunet, le plateau de Brunet, c'est toujours un plateau qui est assez truculent, je trouve, le soir. Ça commence toujours, mais on a dit n'importe quoi. Bon, de toute façon, il prépare rien, lui, le but, c'est de faire un petit peu de buzz autour avec différents intervenants. Alors, Régis Le Sommier, hein, qui est quand même, on va le dire, hein, on va parler un peu vulgairement, qui en a quand même aussi pris plein la gueule hein, pendant de nombreux mois. Oula. Hein. Donc là, il sort la sulfateuse, hein, c'est logique, hein, donc, et notamment, c'est visiblement difficile à dire, on s'est planté, oui, c'est exactement ça, quoi, hein, depuis 1 an et demi. Hein. Là, c'est compliqué, là, maintenant, pour tout, et notamment comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Isabelle Lasserre. Isabelle Lasserre, qui d'ailleurs pointe à l'Institut Hoover. Là. Hoover, c'est un think tank américain. Et puis, bien sûr, il y a BHL, le 11-06-2023. Donc, on va dire 5 jours après le début de l'offensive ukrainienne sur Zaporizhzhia, disait la stratégie ukrainienne est brillante. Hein, oui, avec des Ouais, soutiens comme. Hein. comment oses-tu critiquer l'inventeur de la stratégie du cheval de Troie inversé quand Bien même, hein? sûr, bien sûr. Ah ouais, non, parce que c'est quand même, elle a produit des résultats phénoménaux, hein. Mais il était encore invité hier soir chez Rochebain, tu Mais vois, bien Bernard sûr, mais bien Rochebain. sûr. Et après, il y avait Yakovlev, donc là, je n'ai pas regardé, parce que de toute façon, je suis allé à un concert de rock. Bon, voilà, bref, je passe. Alors, par contre, une excellente intervention toujours pareil, d'Hubert Védrine, hein, qui a très textuellement et de manière argumentée dit que les colons israéliens en Cisjordanie se comportaient comme les Américains avec les Apaches. Hein, c'est ça. De toute façon, c'est le Far West hein, actuellement. À partir du moment où en Cisjordanie, à partir du moment où tu distribues 10 000 armes à des civils, c'est le Far West. Et les Palestiniens, ce sont les Indiens.
Alors, pareil, hein, un blog que je conseille à nos lecteurs de suivre, c'est La Vigie du général Kainf, avec des interventions qui sont toujours rationnelles, même il a travaillé à l'OTAN, tout ça, c'est quand même un des rares qui est capable d'analyser rationnellement ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et il y a un article qui est intéressant sur les dissensions au sein de la direction politique et militaire actuelle ukrainienne, avec des, des remarques qui sont intéressantes sur le plan des origines, l'origine notamment du décès du proche de Zaloujny, hein, qui aurait été impliqué dans des affaires de corruption, hein, de détournement d'argent. Donc, ensuite, l'intervention également de plus en plus pressante et déstabilisante pour le pouvoir ukrainien d'Arestovitch. Arestovitch, je rappelle qu'il s'est prudemment exilé. Alors, il était en Italie, mais je ne sais pas exactement où il est New maintenant. York, il est à New York Il est à maintenant. New York, voilà, tu vois. Donc, il s'est prudemment exilé, hein, après avoir réellement enfin, avoir annoncé que lors d'une frappe sur Dniepro, ce n'était pas un missile russe qui était tombé sur le bâtiment qui avait fait de nombreux morts, le bâtiment d'habitation, mais un missile de la défense antiaérienne ukrainienne qui s'était écrasé. Enfin, voilà, donc il a été exfiltré, il s'est exfiltré par lui-même, et depuis, il est très, très critique, sachant qu'en 2019, c'était un 20 ans guerre, lui. Hein. Oui. Il avait affirmé lors d'une interview qu'il fallait que l'Ukraine ait une guerre et la gagne pour rejoindre l'OTAN. Bref. Ah, Benoît Billan, tu en parlais, donc Benoît Billan, il fait un constat, hein, c'est que si la stratégie militaire des États-Unis était d'affaiblir l'armée russe, après 2 ans de conflit, de facto, on ne peut que constater que ça l'a plutôt renforcé, puisqu'ils ont mis en place des modes opératoires qui étaient, on va dire, peu efficaces au départ. Hein. Ils ont fait monter en puissance leur complexe militaro-industriel. Ils sont montés en effectif. Donc, c'est plutôt un objectif raté sur ce plan-là. Alors, c'est cette intervention du général Kainf qui est intéressante. Ah, mais pourquoi ça fait ça? Ah, dommage, dommage, tant pis. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, il explique globalement dans cette intervention que de toute façon, l'Ukraine est dans une situation, en fait, sur le plan militaire, qui est inquiétante et qu'ils doivent absolument passer en stratégie défensive, et que les gens sont sidérés, hein, sur le plateau quand ils écoutent parler, justement, et décrire, en fait, la situation. Hein. Donc, on est sur LCI, et c'est assez courageux de sa part. Ensuite, le général Gomard, sur les hypothèses que la Russie attaque après l'Ukraine, ce n'est pas crédible. Euh, Ensuite, bien sûr, il dit que il faudra éventuellement que l'Ukraine ait quand même les moyens de se défendre. Et trois, en fait, ces pays-là ne sont pas slaves, donc ça n'a pas, sur le plan géopolitique et sur le plan anthropologique ou même culturel, ça n'a pas d'intérêt pour la Russie. Et puis, je me cite moi-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même de toute Absolument. façon. Et donc, il y a 2 mois sur TVL, j'expliquais cette notion de centre de gravité qui est fondamentale, hein, sur l'analyse d'un conflit au plan stratégique. Et il y a 2 mois, j'avais signalé déjà que le centre de gravité ukrainien qui commençait à être affaibli, c'était la ressource humaine. Après, on avait continué à le constater en remarquant l'âge avancé des soldats que l'on voyait sur les vidéos, même les vidéos de propagande qui étaient reprises par LCI. Et donc, on voyait qu'il y avait cette tension qui était importante sur la ressource humaine ukrainienne. Et enfin, la chaîne que je conseille de suivre sur le plan technique, aéronautique, et puis l'analyse des éléments qui sont liés au conflit, même si c'est un aviateur, il a quand même sur le plan terrestre, il a aussi des analyses qui sont pertinentes, et sur le plan maritime également, puisque c'est un ancien pilote de Rafale de l'aéronaval, c'est la chaîne de ATE Chouette, voilà. Quelqu'un de compétent et qui n'a pas de parti pris. Et bien sûr,
la chaîne de American Legends, hein, qui fait une très très bonne analyse du franchissement du Dniepr depuis 2 mois par les forces ukrainiennes. Hein, alors toujours, c'est son habillage qui est un petit peu surprenant au départ, mais je trouve que l'analyse est très très pertinente. Il n'est pas tout le temps pertinent, hein, puisqu'il y a des vidéos que je n'ai pas regardées entièrement, mais celle-là est très intéressante parce qu'il va chercher des informations précises, que ce soit sur les brigades, sur le déroulé des opérations, et c'est intéressant également à regarder, donc je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo. Voilà, j'ai terminé, j'arrête le partage. J'espère qu'on a été plus court que d'habitude. Oui, enfin pas tellement, mais tout était indispensable, me semble-t-il.